Donc c'est un très grand bonheur pour moi et un très grand honneur aussi d'accueillir aujourd'hui Uri Eisenzweig, qui est professeur de littérature française à l'université de Rutgers aux États-Unis. Ces travaux portent, comme renseigne le site du Seuil, sur divers aspects de la modernité littéraire, et notamment sur le rôle de l'imagination littéraire. Et il faut entendre par imagination littéraire à la fois les fictions et le cadre interprétatif emprunté au lexique littéraire, ceci est un drame, etc., dans les choix, projets et obsessions politiques de la société occidentale depuis la Révolution française. Cette préoccupation était déjà présente dans son premier livre, Territoires occupés de l'imaginaire juif, paru chez Bourgois en 1980, ou dans son livre intitulé Fiction de l'anarchisme, où il rencontre la question du terrorisme, ou encore dans ces deux livres portant sur le roman policier, Autopsie du roman policier, 10-18 1983, et Le récit impossible, Bourgois 1986. Son dernier livre s'intitule Naissance littéraire du fascisme. Je le ferai circuler dans un instant, donc il vient de paraître au Seuil. Et un de ses sujets de préoccupation, c'est la question de la mise en crise du récit. Alors, Uri était présent à notre colloque d'octobre 2012, intitulé « Littérature, où allons-nous ?» Pour ceux qui y ont assisté, vous vous en souvenez bien. Et personnellement, j'avais été très frappée par l'un des points de départ de son propos, à savoir cette jonction faite entre la littérature et un passage à l'acte particulier, terroriste, à savoir l'attentat du Café Terminus, le 16 février 1894, par Émile Henry, un attentat qui apparaissait sans aucune raison, donc sans récit possible. Et la jonction avec la littérature se vient en particulier par Barrès. Je cite ici un passage de Naissance littéraire du fascisme. Barrès qui appréhende l'attentat du 12 février sous l'angle 12 février 1894, pardon, sous l'angle de la littérature. Très exactement, donc je cite là le livre de Uri Eisenzweig, très exactement par rapport à l'héritage balsacien. Je cite encore, présentant l'événement comme une date, alors là c'est la citation de Barrès, comme une date littéraire qui marque l'avènement d'une façon de sentir que n'avait pas prévu Balzac, fin de citation de Barrès. Barrès explique, nouvelle citation de Barrès, tant que les mêmes causes ont agi, nous avons eu les mêmes hommes, les mêmes événements. Tout ce siècle a vécu de la sensibilité balsacienne, des jeunes gens de la bourgeoisie avides de prendre leur part de pouvoir et de jouissance. Fin de citation. Alors qu'avec Henri, surgit une nouvelle... C'est compliqué de citer deux personnes à la fois. Surgit une nouvelle espèce. Rastignac ne menaçait guère les nobles maisons du faubourg Saint-Germain, où son rêve était de pénétrer. Il n'en sera pas de même avec des bacheliers comme celui du Terminus. La maison, il ne rêve point d'y pénétrer, mais de la faire sauter, etc. Comme le dit Vital Rambaud, dit Uri Eisenzweig, l'insistance de Barrès sur le bachelier dans Henri annonce les lycéens des déracinés. Alors, pourquoi ça m'avait particulièrement frappé ? Je ne sais pas du tout si ton propos d'aujourd'hui va recroiser cette préoccupation, en raison d'un thème que nous avons lancé dans Intensité, qui est le thème trop vrai, qui est un thème qui vise à s'interroger sur ce que j'appellerais l'écrasement de la représentation dans le réel, mais peut-être même un réel sans sublime. Je veux dire, on peut évidemment songer à la formule de Lyotard, le sublime c'est présenter qu'il y a de l'imprésentable, mais ce serait un autre écrasement encore, et c'est à ce à quoi cette jonction mentionnée par Uri Eisenzweig lors de ce colloque me faisait songer. Peut-être que tu parles moins de représentation que de narration, ce qui est évidemment pour nous très passionnant aussi. Alors ton propos d'aujourd'hui s'appelle « Pour une pratique interstitielle de l'étude littéraire ». Merci. Oui, j'avais choisi le titre parce qu'il est difficile à prononcer, mais j'admire la manière dont tu l'as présenté. Je te remercie beaucoup
de cette introduction très généreuse. Je te remercie donc, je remercie Hélène et l'équipe de transition de m'avoir invité à cette séance pour parler de mon dernier livre. Plus exactement, de choses en rapport avec ce livre. Ces choses, je les conçois effectivement comme poursuivant et développant les propos que j'avais tenus au colloque de transition en octobre 2012. Et ce dont a bien voulu se souvenir Hélène, je le recouperai un peu ici et là. Je précise tout de suite que la préposition au début du titre de cette communication, pour une pratique, etc., je l'entends comme nature défensive, pas du tout prescriptive. Il ne s'agit pas d'encourager qui que ce soit à faire quoi que ce soit, mais plutôt d'expliquer ce que je fais, moi, qui peut paraître excentrique par rapport au domaine dans lequel je tiens quand même, Mordicus, à rester. Excentrique, s'agissant de l'université et des départements de littérature, mes sujets d'intérêt le sont certainement. Je note en passage que Hélène a négligé de mentionner le fait que j'ai commencé quand même par deux livres d'études purement littéraires sur Nerval et sur Camus, mais c'est vrai que j'en suis revenu. Mais ma position périphérique, je la revendique, non seulement par rapport aux études littéraires, mais également à l'égard de ce qui les entoure. Il ne s'agit pas pour moi d'abandonner l'analyse littéraire, mais de la faire entrer, mordre, opérer dans la réalité historique. Or, cette réalité étant fort pleine, c'est dans ces interstices que j'aime glisser le scalpel littéraire. Bien entendu, par interstices de l'histoire, je veux dire surtout ceux de l'historiographie. Ces absences dans les textes, dans les analyses, ces petits blancs qui signifient un certain aveuglement, de l'oubli, une explication un peu trop facile. L'hypothèse qui sous-tend mon approche, et que j'espère avoir quelque peu justifiée dans certains de mes travaux, c'est que l'analyse littéraire a un rôle à jouer dans les blancs en question. En ce qui concerne mon dernier livre, le hiatus dans lequel il trouve sa place, c'est la coupure absolue dans l'historiographie française entre les bombes des années 1892-94, cette période communément appelée l'ère des attentats, et l'affaire Dreyfus. Mais avant même de vous parler de cet interstice et de la manière dont mon livre veut s'y insérer, j'aimerais vous raconter d'où provient mon intérêt pour l'ère des attentats. Car là aussi, c'est une distance, c'est d'un silence herméneutique qu'il s'agit. Tout cela a commencé il y a très longtemps, comme dans un conte de fées, lorsqu'ayant publié un ouvrage qui me tenait à cœur, mais qui déjà engageait une lecture littéraire d'un phénomène historique. Il s'agit de mon essai sur l'espace sioniste qu'Hélène a mentionné, Territoire occupé de l'imaginaire juif, dont les détails, malheureusement, je ne peux pas y rentrer aujourd'hui, ce n'est pas ici que je peux en parler. Donc, ayant publié ce livre, j'hésitais un peu sur ce que je ferais ensuite, pour finalement choisir de me pencher sur le roman policier. C'était encore au temps où l'université américaine méprisait tout ce qui n'était pas canonique. C'était également une époque où je n'avais pas une très haute opinion de mes très conservateurs collègues américains. Il était donc tout naturel que je me plonge dans le policier, cet espace blanc des études littéraires de l'époque. Les interstices, ça sert aussi à se cacher. Mais très vite, le domaine m'intéressa réellement. En particulier, m'y frappèrent le moment précis de l'émergence du genre et surtout le rapport singulier entre sa thématique et sa structure narrative. S'agissant de chronologie, des recherches dans la presse, en particulier anglo-saxonne, me permirent de déterminer que c'est un peu avant 1890 que se forme et se cristallise en Angleterre la notion même du policier comme genre. Ce n'est qu'au cours des années 1880 que l'on commence à parler de detection story, crime story, lawyer story, mystery story, etc. Et comme on sait, c'est en 1887 que paraît le premier récit concernant l'archétype du genre, Sherlock Holmes. Il s'agit d'Études en rouge, Study in Scarlet, roman suivi 3 ans plus tard par un autre, Le signe des 4, The Sign of Four, puis d'une série de nouvelles publiées en 1891-92 dans le Strand Magazine de Londres, série qui se poursuivra de manière plus ou moins continue jusqu'aux années 1920. Mais c'est dès 1890 que Sherlock Holmes, et avec lui la littérature policière tout entière, jouira d'une popularité sans précédent par son ampleur et par sa soudaineté. Or, archétypal, l'univers narratif de Sherlock Holmes l'est en ce qu'il exhibe
de manière exemplaire la spécificité formelle du genre naissant, la centralité thématique dans le corpus tout entier de l'impossibilité de raconter. Impossibilité de raconter le crime, bien sûr, raconter ce qui s'est passé. C'est cette impossibilité, l'incapacité dans laquelle se trouve police officielle, narrateur et donc lecteur, d'expliquer ce qui s'est passé, de raconter le crime, qui, comment, pourquoi. C'est cette impuissance narrative généralisée qui suscite le récit de l'enquête, c'est-à-dire le texte lui-même. A contrario, avec l'élucidation du mystère, avec Sherlock Holmes prenant la plume des mains du docteur Watson pour raconter ce qui s'est vraiment passé, le livre se referme. La nouveauté du genre policier consiste avant tout en ce que l'intrigue tourne tout entière autour d'une réalité présentée comme échappant à la narration. Certes, il n'y a pas que le roman policier à signaler l'éventualité d'un divorce entre récit et vérité au cours des 2 dernières décennies du XIXe siècle. Comme on sait, c'est le moment de la crise du roman, dont fait état l'histoire littéraire, cette crise qui s'ouvre sans doute en France dès 1884, avec à rebours de Huysmans. Ce qu'il me faut toutefois souligner à propos du policier, c'est que la mise en question de la représentation narrative n'est pas simplement l'un des traits caractéristiques du genre. Elle constitue l'objet premier de l'intrigue elle-même. Ce divorce que je mentionnais entre récit et vérité, le récit de détection ne fait rien d'autre, au fond, que de le thématiser. Or, 1890, c'est la fin d'un siècle qui, au contraire, consacra et inscrivit dans les lois et dans les pratiques le privilège de la forme narrative dans le déterminisme, la détermination et l'expression du vrai, du réel, du savoir. Qu'il s'agisse du système judiciaire, de la philologie, de Darwin, des sciences historiques ou d'autres discours de savoir, l'appréhension de la réalité des choses au XIXe siècle n'est plus conçue comme étant de l'ordre d'une illumination instantanée, mais de celui d'une évolution, d'un développement graduel, linéaire. Le XIXe siècle est celui où la révélation cède le pas au récit dans l'expression première de la vérité. J'insiste sur ce point, car il me semble éclairer la singulière fascination du public lecteur des années 1890 et après pour la littérature policière. Fascination, c'est-à-dire à la fois attirance et horreur. Attirance horrifiée pour la menace, je dirais même la catastrophe que suggère la transgression des lois sociales, précisément en ce que cette transgression semble résister à une compréhension narrative, au récit, à ce qui est désormais le fondement de tout savoir. L'effroi, donc, non pas tant face au crime qu'à l'énigme qu'il représente, c'est-à-dire l'éventuelle impuissance des représentants de la société lorsqu'il s'agit de comprendre, de raconter la réalité. Donc oui, la naissance du récit policier, du genre policier, me parut un phénomène intéressant et je lui consacrai quelques livres et articles. Malheureusement, pour parler du genre, il fallait bien que je lise une grande quantité de textes qui le constituent, en particulier des romans policiers dits classiques. Ce à quoi ma mauvaise conscience universitaire de l'époque, je l'ai joyeusement perdu en route, ma mauvaise conscience avait ajouté l'obligation idiote de parcourir la critique existante du genre en France et dans les pays anglo-saxons. Tout ça fait un peu déprimant. Comment dire, Agatha Christie, ce n'est pas exactement Stendhal. Quant à la littérature critique de l'époque, n'en parlons pas. Elle a évolué un peu depuis, je crois, mais moi aussi, et s'il m'arrive aujourd'hui de lire des romans policiers, j'évite soigneusement de lire ce qu'en disent les amateurs. J'ai déjà donné. Bref, il était urgent de passer à autre chose. Mais je ne le fis pas tout à fait, et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui, entre autres, c'est que très vite, je rencontrai un autre phénomène, ayant à son principe une aporie narrative étonnamment similaire, le terrorisme. Dans ce cas-là, ma motivation initiale ne concernait pas vraiment une absence ou un oubli. Je dirais même que c'est plutôt un trop-plein. Nous étions à la fin des années 1980 et la rhétorique du terrorisme était partout,
abrutissant les esprits, déformant la réalité. Je fus sans doute particulièrement sensible au phénomène à cause de son intensité dans le pays que j'avais fui, mais à l'idée historique duquel je restais néanmoins attaché, Israël. Israël, où toute action violente contre l'occupation et l'oppression des Palestiniens était qualifiée de terroriste. Discours joyeusement repris par les journalistes et écrivains américains à la solde du gouvernement orwellien de Ronald Reagan, celui-là même qui avait appelé légumes le ketchup servi aux enfants nécessiteux dans les écoles publiques, Freedom Fighters, les milices fascistes antisandinistes du Nicaragua, et j'en passe. Or, ce que je retrouvais dans le terrorisme, c'était cette appréhension que j'avais décelée dans la naissance fin de siècle du roman policier. Cette peur mêlée de fascination, non pas face à l'acte violent lui-même, mais face à la difficulté de mettre le doigt dessus, de le cerner, de l'expliquer, de le raconter. Ce qui m'amena à constater que la naissance de ce terrorisme avait justement été contemporaine de celle du roman policier. Et je veux parler de l'ère des attentats. C'est fort rapidement, comme Hélène l'a dit, que j'ai évoqué ici même, il y a 2 ans, cette curieuse période qui va de mars, ou plutôt février 1892, à août 1894. Mais j'aimerais aujourd'hui insister sur quelques points. D'abord, le fait qu'il y eut en réalité fort peu d'attentats, et de victimes encore moins. Et que la panique de 1892-94 fut générée non pas par l'ampleur de la violence, mais pas par sa perception comme absurde, gratuite, dépourvue d'objectifs intelligibles. Il y eut bien des attentats plus compréhensibles, si l'on peut dire, contre une caserne, contre un commissariat de police, à l'Assemblée nationale, et bien entendu l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, en juin 1894. Mais justement, ce ne sont pas ceux-là qui terrorisèrent tant les Parisiens. Un président, un policier, bon. Tuerie certes condamnable, inacceptable, mais on pouvait imaginer l'intention du tueur. Et puis ces choses-là n'étaient pas nouvelles. Mais un café? Pourquoi un café? Et pourquoi ce café-là? Pourquoi cette résidence, ce trottoir de cette avenue, ce restaurant? Pourquoi le 12 février? Pourquoi le 9 décembre? C'est dans l'absence de réponse apparente à ces pourquoi que s'explique véritablement la terreur, la peur. Peur non pas tant de la bombe qui a explosé hier que de celle qui pourrait le faire demain. Car absente la raison d'être de la violence commise, quelle raison y aurait-il à ce qu'elle ne se répète pas? Et le fait est que c'est dès la toute première explosion qui abîma une petite porte, sans faire de victimes, en février 1892, que la presse commença à parler, mais tout de suite, de série. Comme si à l'imagination de l'attentat, comme n'ayant aucun sens, correspondait nécessairement le fantasme de sa démultiplication infinie. Double terreur, en quelque sorte, de la répétition anticipée, mais surtout de l'impossibilité de la comprendre, cette répétition, de la situer, de la cerner, d'en formuler une logique, bref, de prévoir où et quand et contre qui se produira le prochain attentat. Dit autrement, l'aporie au principe de la terreur des années 1892-94 est une aporie de nature proprement narrative. Car n'est-ce pas l'absence du récit de ce qui s'est passé, qui, comment, pourquoi, qui est au principe de l'arbitraire, de l'absurdité, du non-sens apparent de l'attentat qui terrorise. D'où d'ailleurs le privilège de la bombe elle-même, son rôle quasiment formel dans l'imagination des attentats de l'époque. Car invisible tant qu'elle n'explosait pas, la bombe se volatilisait au moment même de son apparition. Jamais présente, toujours à venir, la bombe des attentats menaçait parce qu'imprévisible, invisible, impossible à situer dans le temps comme dans l'espace.
Et elle fut perçue comme telle dans la mesure où la précédente n'avait pas fait sens, elle non plus. D'une certaine manière, à Paris, en 1892, 93, 94, une bombe qui explosait, c'était la possibilité même d'un récit, de tout récit, qui se volatilisait. Et à cette invisibilité de la bombe correspondait l'anonymat de celui qui l'avait placée. À la perception de l'acte comme dépourvu de signification répondait l'illisibilité de son auteur. Il fallait ne rien savoir de quelqu'un pour pouvoir l'imaginer capable de tout, ou plus exactement de n'importe quoi. En cette fin de siècle, du XIXe siècle, cela se traduisit par la fiction de l'anarchiste masqué et de cape vêtu, comme origine des bombes. Une fiction qui allait fatalement évoluer. Bien sûr, la figure de l'anarchiste masqué étant vouée à disparaître après un passage obligé dans la littérature populaire. S'y substitueraient toutefois d'autres personnages fictifs, eux aussi masqués, ou en tout cas voilés ou encagoulés, et dont les signatures ne seraient pas des noms renvoyant à la présence passée d'une identité individuelle, mais des slogans signifiant l'anonymat au sein de groupes fantomatiques. Et surgirait ce que l'on appelle aujourd'hui terrorisme. Ce sur quoi je veux toutefois insister ici, c'est le lien entre les bombes posées dans les années 1892-94 et l'émergence du roman policier. Lien dans la mesure où les deux phénomènes relèvent d'une thématique similaire, celle d'une impuissance quant à la reconstitution narrative d'actes singulièrement violents. Dois-je préciser que l'absence d'un tel lien dans les travaux existants est justement ce à quoi je donne ce nom un peu inélégant d'interstice. C'est aussi que les études du roman policier se trouvent traditionnellement sur des rayons tout à fait différents de ceux où sont classés les ouvrages traitant de l'ère des attentats. L'interstice ici, au fond, c'est le corridor séparant le département d'histoire de celui des études littéraires. Et c'est ce corridor que mon analyse veut traverser. Car enfin, s'agissant des années 1892-94, la population concernée n'est-elle pas exactement la même dans chaque cas ? Ne sont-ce pas les lecteurs fascinés par Sherlock Holmes et ses confrères qui, au même moment, exactement au même moment, se sentent terrorisés par les explosions dont ils lisent les sensationnels échos dans la presse de l'époque ? Ne sont-ce pas les mêmes personnes, littéralement, physiquement, qui, ici et là, ressentent cette angoisse nouvelle face à l'éventualité d'une impossibilité de raconter un acte violent ? C'est à quoi j'ajouterais que les bombes de l'ère des attentats intéressèrent beaucoup les écrivains contemporains, très précisément parce qu'elles semblaient échapper au récit. Ce fut le cas en particulier des écrivains et poètes fin de siècle qui, prenant leur distance d'avec le réalisme romanesque de Balzac, de Zola ou des Goncourt, mirent en question l'idée même d'un langage pouvant se référer à autre chose que lui-même. Et ce faisant, exprimèrent une profonde méfiance à l'égard de la prose narrative comme véhicule de quelque vérité. On aura compris qu'il s'agissait, que je veux parler là, des poètes symbolistes, et à leur tête celui qui en formula le plus brillamment la philosophie, Mallarmé. Mallarmé, qui dès la fin des années 1860 avait remis Edgar Allan Poe au goût du jour. Poe, c'est-à-dire l'auteur du Double assassinat dans la rue Morgue en 1841, Mystère de Marie Roget en 1842 et de la lettre volée en 1844. Tous les titres sont évidemment ceux de Charles Baudelaire dans cette traduction. 3 récits centrés sur les enquêtes du premier détective privé de l'histoire policière, le chevalier Dupin. Le même Dupin qui allait être mentionné 10 ans plus tard dans Study in Scarlet par Sherlock Holmes, le présentant comme son seul prédécesseur valable. Les ponts sont nombreux, en vérité, qui relient l'imagination émergente du terrorisme et celle tout aussi nouvelle du récit policier. Comme pour indiquer que ces interstices qui me fascinent tant n'existent finalement que dans les institutions du savoir.
Ces institutions pèsent lourd toutefois. En tout cas, elles ne bougent pas beaucoup, d'où mon optimisme quant à l'existence de bien d'autres objets d'études futures pour qui ne se sent pas trop mal à l'aise à la périphérie des disciplines. J'en ai moi-même de tels sujets sur lesquels je prépare des ouvrages à venir. Mais je voudrais conclure sur mon livre paru l'automne dernier, dont Hélène a gentiment cité une page, qui n'était pas de moi, mais ça fait rien, Naissance littéraire du fascisme. L'interstice ici, c'est donc cette curieuse déconnexion historiographique entre la période se terminant avec le fameux procès des 30, où furent accusés puis acquittés des sympathisants de l'anarchisme en août 1894, et celle qui commence en décembre de la même année avec le procès militaire qui fit condamner le capitaine Alfred Dreyfus pour espionnage au bagne à perpétuité. Coupure curieuse parce que absolue. Car je ne sache pas qu'il y ait un seul ouvrage d'histoire, un seul, qui établisse quelque rapport que ce soit entre ces deux événements pourtant tellement proches dans le temps et identiques dans leur lieu. Mais la coupure me semble également paralysante, car ne pas reconnaître les fondements philosophico-littéraires que l'ère des attentats a en commun avec l'affaire Dreyfus, c'est se condamner à ne pas comprendre certains moments déterminants de cette dernière, ou plus exactement à les ignorer. C'est en tout cas ce que j'espère avoir montré en examinant la démarche de deux des protagonistes principaux de l'affaire, Bernard Lazare et Maurice Barrès. Je ne vous ennuierai pas en résumant ici cet épisode archi-connu de l'histoire de France. Je rappellerai seulement que Bernard Lazare fut le premier, dans une brochure publiée en novembre 1896, à soutenir publiquement et clairement l'idée jusqu'alors inconcevable de l'innocence du capitaine condamné 2 ans plus tôt. Et que Maurice Barrès, lui, fut le porte-parole le plus éloquent et le plus écouté de ceux qui, une fois l'innocence de Dreyfus avérée, s'obstinèrent à l'ignorer, cette innocence, et à rejeter l'éventualité d'une révision de son procès. Pour les historiens, ces choix des deux personnages semblent aller de soi. Après tout, Barrès était un antisémite notoire, alors que Lazare, lui, était juif et anarchiste de surcroît. Mais justement, mon livre suggère que de se satisfaire d'une telle évidence factuelle amène l'historiographie à s'aveugler quant aux circonstances tout à fait singulières de la conduite des deux personnages. Car il n'y eut pas de la part de Barrès quelque obstination à rester anti-Dreyfusard malgré l'identification publique et incontestable du véritable espion en novembre 1897. Ce qui est étonnant, c'est que c'est précisément à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là, et en toute connaissance de cause, que Barrès, qui jusqu'alors avait été peu intéressé par la question, ce n'est qu'au moment où l'innocence de Dreyfus éclatait au grand jour que Barrès s'engagea pour devenir le chef intellectuel, le chef de file intellectuel de l'anti-dreyfusisme. Et tout aussi curieux, c'est exactement au même moment que celui qui s'énorgueillissait tellement d'avoir été, comme il le dit lui-même, le premier des Dreyfusards, c'est au même moment, alors que raison semblait enfin lui avoir été donnée, que Bernard Lazare se retira de l'avant-scène médiatique, ne signant aucune des pétitions qui allaient se multiplier, ne publiant quasiment plus rien sur l'affaire, ne témoignant à aucun des procès, ni celui de Zola en février 1898, ni celui de la révision en août 1899. Développement doublement surprenant tout de même. Mais aucun historien de l'affaire n'en dit mot. Aucun. Si les historiens s'intéressaient à l'analyse littéraire comme nous le faisons pour l'histoire, je rêve. Je plaisantais. Mais voilà, les deux démarches symétriquement absurdes d'apparence, fin 1897, ne s'expliquent qu'à condition de prendre en compte l'influence qu'eurent sur Barrès et Lazare les débats littéraires des premières années 1890, et particulièrement en ce qui concerne le privilège narratif
dans la représentation de la vérité. Car c'est effectivement la question du récit qui est au principe de l'événement qui poussa l'un à s'effacer et l'autre, au même moment, à s'engager. Cet événement, paradoxalement, ce fut la découverte du vrai coupable. Premier Dreyfusard, Bernard Lazare l'avait été avec sa brochure de novembre 1896, non pas en pointant du doigt un coupable autre que Dreyfus, ni même en se concentrant sur la personnalité du capitaine et l'invraisemblance de sa trahison, mais en dénonçant très exactement et presque exclusivement l'idée de sa culpabilité. La dénonçant en critiquant, analysant, démantelant point par point le récit officiel des méfaits supposés du capitaine juif. Il n'est qu'à lire cette brochure de 1896, en effet, pour remarquer combien l'argumentation de Lazare se distingue des manifestes dreyfusistes plus tardifs, en ce qu'elle évite toute construction narrative. 15 mois avant le fameux J'accuse de Zola, qui allait se vouloir narration véridique, fût-ce en partie d'une série de mensonges et falsifications, le texte de Lazare consistait tout au contraire, et avant tout, en un acte de résistance au récit, à l'autorité du récit, aux autorités. Car ce n'est pas l'innocence de Dreyfus qui est au cœur de la brochure de 1896, mais sa non-culpabilité. Loin de chercher à présenter le tableau véridique d'un personnage, Lazare, dans son texte, ne s'attache qu'à prouver la non-existence d'un autre. Plus exactement, la nature mensongère du récit qui fait exister cet autre, Dreyfus le traître. Cette focalisation sur la forme narrative de l'injustice faite à Dreyfus n'était pas fortuite. Elle correspondait chez Lazare à son sentiment que cette injustice relevait non pas d'une simple erreur du jugement, mais de l'antisémitisme. Un antisémitisme que le jeune anarchiste, confronté au déferlement de haine des premières années 1890, en particulier dans des publications comme le journal d'Édouard Drummond, La Libre Parole, avait perçu comme se manifestant avant tout par la propagation de mythes, de rumeurs, de mensonges, c'est-à-dire de récits, toujours des récits, où l'on voit la trace de la formation littéraire du jeune intellectuel, l'empreinte qu'eut sur lui la fréquentation de Mallarmé et d'autres cercles symbolistes ou parasymbolistes. Car ce n'est pas quelque information factuelle ou une géniale intuition, mais le refus obstiné, philosophique, de légitimer une vérité qui serait essentiellement narrative. C'est cette sensibilité proprement littéraire qui permit à Bernard Lazare de conceptualiser l'antisémitisme comme il le fit, puis d'y inscrire la genèse du récit mensonger d'un Dreyfus coupable de trahison. C'est sur ce point, toutefois, que la découverte d'Esterházy allait changer la donne. Car les proches de Dreyfus, anxieux de le libérer, préférèrent justement éviter la question de l'antisémitisme. Non pas qu'ils l'ignorassent, ça aurait été inconcevable face à ce qui se dit et s'écrivit durant ces années de lutte et de souffrance. Simplement, dans la perspective toute pragmatique qui était la leur, il leur semblait plus efficace de restreindre le combat et ses arguments aux seules irrégularités du procès de 1894 et d'invoquer la justice républicaine comme on lui fait pour toute victime d'une iniquité judiciaire. D'où l'importance d'Esterházy dans l'argumentation pro-Dreyfus qui s'affirma à partir de la fin 1897. D'où le renversement qui s'opéra avec le J'accuse de Zola, que Clémenceau publia dans son journal L'Aurore le 13 janvier 1898. Puis le rôle central du grand romancier dans le camp dreyfusard des années 98-99. C'est qu'il s'agissait désormais non plus de dénoncer, de déconstruire le récit mensonger des autorités, mais d'y substituer un autre, véridique. Un récit où le rôle de l'espion serait tenu par celui qui avait effectivement trahi Esterházy. Et surgit alors la décision silencieuse de Lazare. Tellement silencieuse
que les historiens ont négligé de s'y attarder, bien qu'elle fût extraordinaire. Sa décision de se mettre en retrait du combat public qu'il avait lui-même si courageusement commencé. Retrait non pas de l'action qu'il allait poursuivre avec abnégation, rendant 1000 services aux autres, se chargeant de telle ou telle mission secrète, procurant telles ou telles informations, mais retrait de l'avant-scène, laissant les autres, Zola en tête, mener la lutte médiatique et en recueillir les lauriers. Fidèle à sa vision du monde, tranquillement, sans amertume, Bernard Lazare, pour Dreyfus, se tue. Les historiens de l'affaire Dreyfus, comme les auteurs de biographies de Bernard Lazare, insistent surtout sur le rôle pionnier de la brochure de 1996 et sur le courage de celui qui solitairement l'écrivit et la publia. Dans mon livre, je suggère que plus encore que d'avoir été le premier à dénoncer publiquement le mythe d'un Dreyfus coupable, c'est d'avoir accepté de se taire après la découverte du véritable traître qui fait la vraie grandeur du personnage. Cependant, face à Lazare, il y avait Barrès. Barrès qui s'engagea au même moment, contre toute logique apparente, puisque contre l'innocence désormais évidente. Un engagement à contre-temps tout de même extraordinaire quand on y pense, mais qui échappe lui aussi à l'historiographie qui, les yeux fixés sur l'horizon des grandes questions politiques, oublie le rôle joué devant son nez par l'imaginaire, la fiction, la littérature. Ce qui dérangeait Bernard Lazare, c'était la promotion d'un récit centré sur la seule réalité directement factuelle, la culpabilité d'Esterhazy. Dans le cas de l'antisémite Barrès, ce qui était insupportable, c'était l'envers de cette culpabilité tardivement révélée. Non pas tant l'innocence factuelle que son avènement, pour ainsi dire, rétroactif. La transformation mélodramatique de Dreyfus en victime d'une injustice. En fait, on ne l'a pas assez remarqué, sans doute à cause du fiel des vitupérations antisémites de cette période dramatique, mais jamais, au cours des années 98-99, Barrès ne se dit certain de la culpabilité factuelle de Dreyfus. Jamais. Or, paradoxalement, c'est en contournant la question de la vérité narrative concernant le capitaine que l'intelligence rhétorique de Barrès l'amena à formuler un nouveau type d'antisémitisme, donnant à l'antidreyfusisme la force et la portée surprenante, stupéfiante même lorsqu'on y pense, qu'il eut, l'antidreyfusisme, face à une réalité contraire et incontestable. Un antisémitisme où l'abomination du juif ne résulte plus de ce qu'il est censé avoir fait ou causé. La crucifixion du Christ, la rédaction du document transmis aux Allemands, mais de ce qu'il incarne, récit, personnage. Personnage, en ce qu'il s'agit d'une personne non pas tant innocente qu'innocentée. Bien entendu, ce n'est pas la seule affaire Dreyfus qui amena Barrès à formuler cet antisémitisme nouveau. Je consacre tout un chapitre de mon livre à en cerner la genèse dans le roman qu'il écrivit pendant près de 2 ans avant de le publier à la fin de l'été 1997, 3 mois avant les révélations concernant Esterhazy. Il s'agit des Déracinés, où s'imagine une France dont l'authenticité serait de nature non seulement ahistorique, mais organique. Une authenticité bafouée par la décision de 7 jeunes lycéens de quitter leur Lorraine natale pour faire carrière à Paris, c'est-à-dire par le récit de leurs actions diverses, toutes relevant d'un déracinement pervers, d'où le titre du livre. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que l'authenticité nationale dans les Déracinés se voit définie à contrario par des personnages qui ont ceci de singulier de n'avoir aucune fonction dans l'histoire. Les Juifs. En effet, s'ils sont tous originaires d'Allemagne, les quelques personnages indiqués comme juifs ne jouent absolument aucun rôle, ni dans le parcours des lycéens, ni dans quelque autre action ou événement. Phénomène assez extraordinaire, à vrai dire. Mentionné ici ou là, les Juifs dans les Déracinés ne sont, pour ainsi dire, que pour être décrits. Décrits comme laids, parce qu'étrangers,
déplaisants, parce que déplacés, pas à leur place. Pas à leur place, parce que justement cette place est la terre française ou lorraine, à laquelle n'appartiennent que ceux qui y poussent, pour ainsi dire, organiquement. Dans Les Déracinés s'esquisse ainsi le double imaginaire menaçant du XXe siècle. Le fascisme, c'est-à-dire une vision organique de la nation, à laquelle correspond un refus de valeurs universelles, et corrélativement, le juif, comme allégorie de tous ceux, et il y en aura bien d'autres que les juifs, bien sûr, tous ceux qui, de cette entité organique et donc éternelle, sont exclus par définition parce que relevant de récits, d'évolution, de changement. Aussi bien lorsque 3 mois après la publication du roman apparaîtra Esterházy, c'est Dreyfus qui, soudain innocenté, deviendra du jour au lendemain personnage de son propre récit. Récit de l'injustice sur lui commise, certes, mais récit surtout, et s'agissant de l'antisémitisme, récit intrinsèquement juif au sein de l'univers le plus français qui soit, c'est-à-dire l'armée. Au fond, avec l'apparition d'Esterházy, c'est comme si Dreyfus prenait désormais place parmi les personnages juifs des Déracinés. Et Barrès de foncer et de transposer sur le terrain du réel fin de siècle son imagination de l'espace national et de ceux qui n'en sont pas, et qu'il serait donc bon, pour préserver la nature des choses, de les en extirper. Et les lendemains de s'annoncer sanglants. Ce qui compte plus que tout pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, c'est la question sociale. Avant tout la pauvreté, bien sûr, l'inégalité, mais aussi en aval, le mythe du terrorisme, la réalité du fascisme, l'oppression des Palestiniens, l'antisémitisme, le racisme. Ce que j'essaye de faire en travaillant sur ce que j'appelle des interstices, c'est de montrer que l'approche littéraire des choses n'est pas un luxe ou un caprice, mais un élément incontournable d'une véritable compréhension du social, de l'histoire. Professeur de littérature, il y va pour moi non pas d'une exigence morale, je rejette toute morale, mais de ma santé mentale. Je vous remercie. Merci infiniment. Tu as copié mon livre. J'ai copié ? C'est extrêmement riche. Alors j'ai plein de questions en fait. Peut-être ça va être un peu difficile de les articuler, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de cette période-là. Donc je vais te poser des questions. D'abord, je vais simplement dire mon accord profond, pas du tout pour interdire la discussion là-dessus, mais pour le dire, sur ton idée finale, depuis le début de ta recherche, l'idée que les littéraires ont quelque chose de leur regard. C'est pas seulement une compétence, c'est plus qu'une compétence, d'un regard à exercer sur l'histoire, c'est-à-dire sur la façon dont les récits, le théâtre, le roman, peut-être la poésie, informant les sujets. Et ça signifie que poésie, théâtre, roman, récit informent les sujets pas simplement en tant qu'individus, mais dans les connexions intersubjectives. Fatalement, ceci a des incidences
des effets historiques, des effets socio-historiques, que les historiens ne parviennent pas à voir. Et ce que tu montres à travers l'enquête portant sur du coup des dates, par exemple, je pense aussi à ce que tu as fait à la fin sur Octave Mirbeau, c'est que des choses sont là, au sens de scénario, qu'on ne peut repérer qu'en passant par des documents littéraires, mais qu'on ne va pas interroger comme on interrogeait autrefois la littérature comme document référentiel. Je crois, enfin, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est ça ce que je reconnais dans ton travail, avec quoi je suis entièrement d'accord. Il y a quelque chose comme des homologies formelles qui sont en même temps, plus que des homologies, elles ont une fonction causale. Enfin, elles informent le social, et on ne peut bien le voir qu'à condition d'avoir ce regard littéraire. Est-ce que c'est bien est-ce que je t'ai bien résumé? Et c'est ça ce que tu appelles les interstices. Ça commençait bien, mais quand tu as prononcé le mot homologie, j'ai commencé à avoir des frissons. Analogie, non. Parce que l'homologie, ça me rappelle ma jeunesse. Oui, mais je pense, si tu veux, justement, ces derniers temps, j'y pensais, peut-être qu'on a quand même bien été formé par ça. C'est-à-dire qu'il nous reste de l'homologie dans la tête, non? Non. Bon. Non, je veux dire... non, soyons honnêtes. Je ne parle pas de vérité, donc je ne te dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. C'est pas ce que je fais, ou c'est pas ce que je voudrais faire. Parce que, cela dit, ce que je fais, ce n'est que moi. Je veux dire, j'ai peut-être tort. Mais homologie implique vraiment une sorte de parallèle, ou une sorte de parallèle formel, disons. Et non, je n'y crois pas, moi. Enfin, a priori, non. L'histoire, c'est l'histoire. Des gens qui meurent, des gens qui sont opprimés, des gens qui sont pauvres. Ça n'existe pas dans la littérature. Je veux dire, on peut dire le mot pauvreté dans la littérature, ça n'a rien à voir avec la fin des vrais pauvres. Il y en a plein aujourd'hui. Donc, et c'est d'ailleurs quelque chose qui me dérange. Hein, je veux dire, parce que je suis professeur de littérature. Moi, j'ai des étudiants comme vous tous en avez ou en aurez. Et on parle de Balzac. Ben, Balzac est très bien, Balzac. Mais enfin, je veux dire, je me souviens, la première fois que j'ai enseigné Balzac, c'était à Haïfa. C'était en 1974, 15, je ne sais pas, j'étais là 3 ans. Et je vous jure que c'est vrai. C'était... je ne t'aiderai pas. Merci. Je t'aime bien. Peau de chagrin. La peau de chagrin, je suis en train d'enseigner. Alors, vous ne connaissez pas, mais l'université de Haïfa, bon, c'est sur le Carmel, et c'est des tours qui ont été conçues par cet architecte pendant qu'il était sous, apparemment. De toute évidence, il devait avoir été sous pour concevoir cette université. Une tour énorme avec des souterrains. Bon, enfin, je passe là-dessus. Mais ce que je veux dire, on était donc au-dessus du Carmel, et je suis en train de parler, je vous jure que c'est vrai, j'étais en train de parler aux étudiants de la peau de chagrin, et tout à coup j'ai dû arrêter de parler parce qu'il y avait le bruit des avions qui passaient au-dessus et ils allaient bombarder le Liban. Alors je ne savais pas à ce moment-là qu'ils allaient bombarder le Liban, mais j'ai dû m'arrêter pour parler. Le soir, on a appris qu'ils étaient allés bombarder le Liban. Je trouvais ça extraordinaire. Bon, 2 heures après, peut-être je suis parti, parce que ça suffisait comme ça. Mais je veux dire, c'est vraiment... je n'accepte pas l'homologie, il n'y a pas d'homologie. Il n'y a pas d'avions dans les livres qui vont bombarder le Liban. Il y a le mot Liban, il y a les avions, il y a les bombes. Tous les mots sont là, mais il n'y a pas d'homologie. C'est ça qui me dérange. On va m'attarder là-dessus, mais c'est quand même pas ce que je voulais dire. Tu peux t'en douter. D'autant plus que là, tu prends un exemple entre Balzac, quand il n'est plus immédiatement actif, au sens historique du terme. Il me semble que ce que tu montres dans ton livre, c'est pour ça que je parlais d'homologie, j'ai dit homologie causale, bon, c'est que il y a des éléments de la façon dont se fait l'histoire que l'on ne voit vraiment bien que si on regarde du côté de la littérature, étant donné aussi que ces situations, événements de l'histoire, comme
l'affaire Dreyfus sont interrogés eux-mêmes à travers des grilles de lecture littéraires. Bon. Et je disais homologie uniquement c'est comme ça, encore une fois, que je comprends ce que tu fais, pour distinguer un type de documentation de l'histoire par la littérature qui a été pratiqué par ce qu'on appelle le positivisme, qui à ce moment-là prend la littérature comme donnant des informations référentielles. Toi, ce sont des informations plus formelles, mais en même temps plus formelles, c'est-à-dire que tu montres que tu cites Zola disant, comme romancier, comment j'ai été interpellé par l'affaire Dreyfus. C'est ça ce que je veux dire. Donc c'était dans ce sens-là que je parlais d'homologie. Bon, ça peut nous entraîner dans une direction de réflexion. Non, j'ai trouvé facile de te réfuter sur ce point, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Mais tu as raison, de toute façon, parce que c'était trop rapide, et puis que c'est pas très... Enfin, c'est aussi des questions que je me pose moi-même. Alors justement, comme peut-être pour essayer de te poser une question, en t'écoutant, donc moi j'ai pas lu, mais j'ai très envie maintenant de lire tout ton travail sur le roman policier et sur les anarchistes, sur le terrorisme. Je pensais à une petite incursion que j'ai faite du côté du XIXe siècle, et qui ce sera un des chapitres de mon livre, ce qui concerne le comte de Monte Cristo. Alors, le comte de Monte Cristo, dont je suis incapable de mémoire de dire l'année de publication, ça dure un certain temps. Donc, bon, c'est le roman feuilleton. On a un certain nombre des ingrédients que tu as évoqués. Sauf que, comme lecteur, on est presque toujours, on sait presque toujours que c'est le comte de Monte Cristo qui est le vengeur criminel dissimulé, un peu criminel sur les bords. Non, voilà. Il tue personne. Ou il ne porte personne à tuer. Non, bon, oui, mais c'était mérité, non. Oui, non, mais attends, d'accord. Ok, d'accord. Justicier. Il y va un peu fort quand même. Mais bon, peu importe. On va pas se mettre à discuter du comte de Monte Cristo. Oui, sinon, parce que j'adore le comte de Monte Cristo. Moi aussi. Ah bon. Non, moi aussi. Rassure-toi. Alors, le comte de Monte Cristo, ça me permet de faire une corrélation et de te poser une question. Quand tu parlais à la fois de la structure du policier, à savoir le récit policier naît d'une absence de récit et s'arrête quand on peut enfin faire le récit, et de l'attentat terroriste semant comme panique particulière le pourquoi tel café, pourquoi telle date. Il va y avoir une série, c'est forcément une série qui commence, on ne sait pas quand elle va... on ne sait pas quand ça va se répéter, mais ça va se répéter avec le même degré d'incertitude. Je pensais que c'est très exactement la structure de la sorcellerie. C'est très exactement la structure qui fait qu'on va finir dans des sociétés ou dans des cultures autres ou ici, disons, et qui est quand même un peu mobilisé par le comte de Monte Cristo, à mon avis. Il a quelque chose, il est décrit régulièrement comme un personnage hypnotique, sorcier, quelque chose de ce genre. On est dans quelque chose de très analogue. Alors maintenant, je vais faire sans doute un saut, un saut qui est autorisé par bien des critiques du comte de Monte Cristo. Il y a un concept, une notion, littérature et pas que littérature, que tu ne mobilises jamais, je crois, c'est le concept de mythe. C'est-à-dire, est-ce que
est-ce que ce que Bernard Lazare combat, comment dire, il y a un moment où on a le sentiment que, enfin, où on ne voit pas bien la différence si on se situe par rapport à la narration, par rapport à une structure narrative, on ne voit pas bien la différence entre Bernard Lazare, qui défait un récit, au motif qu'il n'y a pas de vraisemblance dans ce récit, mais qui ne veut pas en recomposer un autre, contrairement à Zola, et Barrès, qui lui intervient parce qu'il ne veut pas rentrer dans un autre récit, qui est le récit de l'innocence de Dreyfus et de la découverte d'un personnage dramatico-romanesque, Esterhazy. Donc sous ce rapport-là, sous ce rapport de qu'est-ce qu'ils sont tous les deux par rapport au récit, on a l'impression que, même si c'est pour des raisons en chiasme, enfin, qu'il y a une sorte de chiasme, ils sont tous les deux dans le refus du récit. Pourtant, il me semble que on pourrait les distinguer, les rapprocher et les distinguer autrement. C'est que dans un certain cas, le récit a une fonction de mythe. Alors là, je pense aux travaux de Jean-Luc Nancy en particulier sur, et la Coulabart aussi, mais pas, Nancy et la Coulabart dans le mythe nazi, Nancy dans la communauté des œuvrés, il me semble, où il montre comment le mythe repose justement sur une hypothèse participative, c'est-à-dire qu'ils font du lectorat quelque chose comme un lectorat organique, on pourrait dire. Ça a à voir avec l'organique que tu décrivais du côté de la nation. Et donc on aurait d'un côté l'un qui est contre le mythe et de l'autre côté l'autre qui est un fabricant de mythes. Et en fait, ce que tu montres, ce que qui me paraît très très saisissant, c'est que le mythe ne serait pas totalement un récit. Il y aurait quelque chose qui serait un mythe fonctionnerait d'autant mieux qu'il n'est pas complètement un récit, qu'il a besoin d'être complètement incarné et que justement, comme tu associes finalement le récit à la figure du juif, et tu précises que bien entendu il n'est pas le seul, c'est-à-dire celui qui part et qui change, ou qui arrive. Bon. Ce serait donc ça la matrice narrative par excellence. La matrice narrative par excellence du mythe, si je puis dire, serait à peine un récit. Ce serait quelque chose qui fige, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui agglomère, qui agglutine, qui rassemble. Le mythe est toujours censé rassembler. D'où Nancy qui dit on connaît la scène, nous connaissons la scène, quelqu'un raconte et rassemble autour de lui. Et le mythe dit l'être de cette communauté-là qui précisément doit être rassemblée et ne bougera pas. Enfin, il y a quelque chose de ce genre-là. Voilà. Oui, mais bon. Non, oui, il dit ça, mais il vise non pas le mythe comme texte, mais le mythe comme pratique plutôt. Et enfin, dans la communauté des œuvrés, et maintenant, je crois qu'il est en train de publier, il a peut-être publié c'est ce qu'il m'a dit, il allait publier un livre parce qu'il était énervé à cause de la réponse de Blanchot. Ouais. Mais est-ce que tu n'accepterais pas l'idée qu'un mythe, c'est plutôt une histoire qui se répète, ou qu'on peut répéter, qui a la structure du mythe aide celle d'une répétition, alors que celle du récit, surtout moderne justement, n'est pas. Le principe est celui d'une innovation, de quelque chose de nouveau. Quand Bernard Lazare identifie l'antisémitisme à la propagation de ces mythes,
il parle, d'ailleurs il le dit dans une interview en 1899, et c'est d'ailleurs l'interview d'où on tire la plupart de ce qu'on sait sur ce qu'il pensait. Il parle du fait qu'il a reconnu dans l'histoire Dreyfus coupable une forme de ce mythe, mais c'est justement parce que c'était une répétition. L'idée du mythe, structurellement, est quand même, dès qu'on a commencé à en parler, depuis Lévi-Strauss jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a dans le mythe le principe de la répétition. Alors que je ne dis pas que le récit ne puisse pas relever d'une répétition, mais structurellement, nous ne pensons pas au récit en tant que tel comme appelant ou dérivant ou découlant d'une répétition. Alors que le mythe, je crois que oui. Donc c'est là plutôt la distinction. Cela dit, quand tu parles du chiasme, de la symétrie, c'est exactement ce que j'ai voulu dire, oui. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer deux personnes qui avaient justement une approche similaire et qui ont pris des positions inversées, mais pour des raisons très parallèles, disons. D'où l'échange, parce que c'est quand même un échange extraordinaire, où l'un s'en va, l'autre arrive, au même moment, à cause du même événement. Enfin, c'est la suggestion que je fais. Pour revenir, je ne veux pas monopoliser la parole que j'ai eue trop longtemps, mais pour revenir à ce que tu disais avant, sans parler d'homologie, je ne sais vraiment pas si la réalité historique a une forme littéraire ou pas. Je n'ai aucune envie de me prononcer là-dessus. Je ne sais pas, je continuerai à ne pas le savoir. J'essaie tout le temps d'éviter la question de la vérité. Je ne sais pas. Ce que je dirais, c'est que ce que je fais, que ce soit bon ou pas, que ce soit convaincant ou pas, quand je parle d'interstice, c'est une critique de l'historiographie. C'est-à-dire, quand je parle de ces moments où il n'y a pas d'explication, où il y a des sots, des blancs ou des erreurs, ou des aveuglements, c'est une façon de lire l'histoire aussi. Quand j'ai travaillé sur le sionisme, c'était sur, et d'ailleurs je veux le réécrire ce livre, parce que je le trouve horriblement mal écrit, ça me fait mal au cœur parce que j'y tenais, mais c'était sur une période du début du sionisme qui est totalement occultée dans l'historiographie israélienne sioniste officielle. Et c'est ça qui m'intéressait. Pourquoi cette occultation? C'était en fait, la question était la question du territoire. Pourquoi la Palestine? Et alors quand on regarde les premières, je dirais, 20 années du mouvement sioniste, il parlait de toutes sortes de territoires. Et on n'en parle pas en Israël. On ne nous enseigne pas ça à l'école. Et or, eux, ils parlaient de l'Argentine, je ne sais pas, toutes sortes de territoires qui n'étaient pas la Palestine. Bon, ça, c'est pas important. Le sujet n'est pas important pour nous. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est ces moments je ne sais pas, je ne dirais pas réécriture de l'histoire, parce que je ne crois pas à une histoire véridique non plus. Mais si tu veux, des inconsistances dans le corpus narratif qu'on appelle l'histoire ou l'historiographie. Et c'est là que ça joue. Alors parfois, je crois que ça marche, mais bon, on ne sait jamais hein, quand on commence un projet. Alors pour être sûr de te comprendre, c'est donc le regard du littéraire en question, c'est le regard du littéraire sur des blancs, des incohérences narratives du récit historiographique. Oui, et je dirais prudemment moderne. 19e siècle, peut-être 20e un peu, mais 19e siècle, j'oserais jamais dire ça sur le 18e, 17e, parce que je crois que c'est différent. Il y a toutes sortes de phénomènes que je ne connais pas. Je ne suis pas du tout, non seulement je ne suis pas spécialiste, mais je n'y connais rien. Le 19e, je n'y connais pas, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, c'est quand même mon domaine. Et oui, et il y a des... alors, si tu remarques, je suis aussi très lâche, parce que j'étudie des choses que les autres n'étudient pas. Donc, en fait, c'est plus amusant, parce que quand j'ai formulé des remarques pas gentilles à l'égard de la critique du roman policier,
c'était un peu facile de ma part. C'est vrai, c'est catastrophique, c'était vraiment le néant du point de vue. Il y avait un article de Todorov, et tout le reste, enfin, il y a eu des essais philosophiques intéressants de Benjamin, de Bloch et d'autres, mais ils n'étaient pas traduits. Et puis, ils ne s'occupaient pas du roman policier, ils n'y s'y connaissaient pas tellement. Mais il n'y avait quasiment rien. C'est peut-être aussi ça qui m'a attiré, parce que c'était amusant de pouvoir faire quelque chose dans un domaine où il ne fallait pas aller dans les archives ou à la bibliothèque et passer des heures et des heures à lire. En fait, je l'ai fait, mais c'était même drôle à certains moments, tant c'était bête. Donc il y a un côté, avouons-le, qui est un peu facile de ma part, mais pour le moment, ça marche, je crois. Je crois que j'ai vu des choses qui effectivement, les historiens ne voient pas. Ce qui me sidère, c'est l'aveuglement des historiens. Ça, je dois dire. L'affaire Dreyfus, il y avait le centenaire en 98, mais il y a eu encore des centaines de livres publiés sur l'affaire Dreyfus. Mais c'est incroyable comme ils ne voient pas ce moment qui est quand même extraordinaire. Le coupable est découvert, celui qui se battait pour se retire des médias. Celui qui ne s'intéressait pas prend position contre. Au moment, c'est vraiment extraordinaire. Et il faut le lire. C'est stupéfiant. Alors, c'est assez extraordinaire comme moment, mais ce qui est stupéfiant, c'est que les historiens n'en disent rien. Ça, je trouve. Et là, je crois que, disons, la formation littéraire permet de voir peut-être des incohérences. Au-delà de ma paresse et du fait que je cherche des choses que d'autres n'ont pas étudiées, il y a aussi, nous pouvons voir des choses que dont les historiens ne se préoccupent pas, parce que ce n'est pas leur objet. C'est-à-dire la forme du récit, la manière dont tu le racontes. Enfin, je veux dire, quand même, c'est incroyable que deux procès majeurs de l'histoire de France se déroulent à 4 mois de l'un de l'autre. Août, décembre, littéralement. Il n'y a pas un seul ouvrage d'histoire qui fasse quelques liens entre les deux. C'est comme si on parlait d'un autre pays, d'une autre planète. Je crois que c'est nous qui pouvons voir ces choses-là. Les historiens sont aveugles. Il y a quelque chose, après, vous levez la main si vous voulez, je vous inscris tout de suite et moi je me tais immédiatement. Mais il y a quelque chose qui me gêne, qui me manque dans ce que tu viens de dire. Donc si je reprends, tu as dit, je t'ai posé la question, donc pour toi, le regard littéraire que tu as, c'est le regard littéraire sur l'historiographie. Tu dis oui, par exemple, c'est incroyable qu'aucun historien ne se soit aperçu de ce moment où Bernard Lazare, le premier défenseur de Dreyfus, se retire et au moment où il pourrait continuer à achever d'une certaine manière ce qu'il a héroïquement commencé, et de l'autre côté, celui qui à la limite, va jamais s'intéresser complètement à la question de la culpabilité ou de l'innocence de Dreyfus, entre en scène pour lui fabriquer un mythe, quand même justement, qui se tient, tu l'as bien dit, c'est pas sur ce que le juif a fait, mais sur le personnage. Bon, alors simplement ce que je veux dire, c'est que pourquoi ta réponse, elle me paraît pas résumer ce que tu fais et ce qui m'intéresse comme littéraire, c'est que c'est pas simplement le récit historiographique dont tu repères un blanc. Je ne sais rien pour ton livre sur le sionisme, mais pour celui que je viens de lire, et me semble-t-il, à travers ce que tu viens de dire, pour le roman policier ou pour les attentats terroristes, c'est que c'est des textes littéraires qui font le passage. C'est-à-dire que dans ce livre-ci, tu parles de Lazare et de son rapport plus ou moins à la littérature, finalement. Tout à fait. Tu parles de Barrès, tu parles de Zola, et tu cites notamment tout ce qu'il dit tu parles de ce regard que tous ces gens ont, de ce regard littéraire que tous ces gens ont
sur le réel historique. C'est-à-dire que ce que ta démarche réfute pour ce moment-là, mais à mon avis, dans d'autres moments, on pourrait trouver d'autres entrées, comme par exemple le théâtre. Au XVIIe siècle, ce serait sûrement plus le théâtre que le roman, par exemple. Mais ce que tu montres, c'est que leur rapport à l'histoire est entièrement informé par la littérature. En te lisant, moi, il y a un texte auquel je me suis beaucoup intéressée, sur lequel j'ai écrit, qui joue un rôle également important dans mon livre, c'est le texte de Barthes, l'affaire Domenici. Je suis très frappée. Enfin, j'ai le sentiment que Barthes avait... il se situe dans un écho à ça, que je ne connaissais pas du tout, mais ça m'a paru évident. Or, on est aussi à un moment où Barthes, disant c'est la littérature qui peut tuer un homme, c'est aussi au même moment où tu as une crise du récit. Enfin, une crise du récit, je ne sais pas exactement le mot crise du récit, mais c'est le moment où on déclare la mort au personnage, à la narration, au drame, etc. Donc il y a quelque chose là de très analogue. Et c'est-à-dire que le sociopolitique est lu complètement à travers comme un texte littéraire. Et c'est ça ce que ne voient pas les historiens, parce que les historiens, de toute façon, pour eux, il y a vite, aussi subtil qu'ils puissent être, ils oublient rapidement leur subtilité, si je puis dire, même les plus subtils. Et d'ailleurs, c'est sans doute que c'est ça un bon historien aussi, c'est qu'il croit quand même mordicus, mais c'est un peu ce que tu disais quand même à la fin, qu'il y a du réel brut, qu'il y a du réel qui pourrait se tenir là, où on arriverait à écarter tout ce qui serait imaginaire. Mais j'ai pas dit ça, parce que en fait, tu vas finir par me... J'ai un peu peur de toi, tu vas finir par me convaincre que tu es trop bonne. Mais non, la différence, le réel brut, pour moi, c'est où il faut agir. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Je veux dire, quand je parlais à la fin, quand j'ai mentionné ce qui est la cause toujours de mon malaise, quand je pense que nous sommes ici, il y a ton équipe qui est super intelligente, enfin, vous devez savoir que Transition devient une institution de plus en plus connue. Vous avez beaucoup de chance. J'aurais aimé avoir été étudiant ici. Mais je ne dis pas ça pour être gentil. Tu as remarqué que je ne suis pas gentil. J'aime bien le soutenir. Ce que je veux dire, c'est que... Non, sérieusement, quand j'ai parlé à la fin des choses brutes, comme tu dis, c'est pas pour en faire de l'histoire ou de la littérature. J'ai envie de taper. Je veux dire, je trouve qu'il faut se souvenir de ça. Je veux dire, même quand on étudie la littérature, il y a la rue. On peut simplement supposer qu'on tape aussi avec de la littérature derrière soi. C'est ça. Non. Ça dépend ce qu'on entend par littérature. Bon, d'accord. Enfin, là, c'est moi qui... Donc, Jean-Louis. Je vais essayer de circuler à travers tout ce que vous avez évoqué. Roman policier, anarchisme, affaire Dreyfus, Barès. Bon, pour l'histoire, vous avez cité les déracinés, je pourrais rajouter le disciple. Ils prennent en fait position pour quelque chose d'historique, c'était la philosophie qui n'était plus enseignée par les jésuites ou les ordres et qui était devenue dans le lycée donc dangereuse. Donc l'Allemagne dangereuse et la philosophie allemande dangereuse. Donc par exemple dans les disciples, il va mourir et ainsi de suite. Je vais repasser pour les anarchistes. Vous avez bien dit une chose, c'est que dans le livre de Maintron, il y a ça. Ça va bien des années que vous avez citées. Il y a très peu de bombes qui éclatent. Ce qui est très intéressant, c'est de dire, bon, à part Foyot, bien entendu, qui était près du Sénat, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas où ça va se passer. Dans la littérature, par exemple, dans un livre de Darien, c'est pas la période que je connais le plus, mais il y a un livre de Darien qui s'appelle Le Voleur. Il invente le casseur. C'est une bande d'anarchistes. Le casseur vient chez vous, il casse vos vitrines, jette vos bijoux les plus précieux, déchire vos vêtements, tout ça pour une pièce d'or. Donc, bon, ça c'est pour
la littérature anarchiste, mais il y a encore d'autres choses, puisque le roman policier, c'est ce qui me... On va dire que le roman policier, c'est du sang à la une, et on tient le coupable. Depuis 1700, on va dire, il y avait des journaux qui étaient distribués dans toute la France, qui étaient des petites, on va dire, des canards, qui étaient distribués, et il y avait toujours un meurtre. Donc on montrait, on gravait une image, une espèce de simulacre d'image, qui était gravée sur bois, qui bien entendu tenait pas le coup, parce qu'on s'en servait partout, c'était la même, ça circulait pendant 20 ans, 30 ans avec la même image, et on tenait le coupable. Donc on avait cette image d'un coupable. Puis après, il y a eu des journaux, dont le petit journal, qui était du sang à la une. Il faut comprendre que tous ces gens qui ont écrit des romans policiers, ils écrivaient pour ces journaux. Les journaux demandaient des feuilletons où il y avait du sang. Et il fallait déjà que quand un écrivain, je me rappelle bien Proust avoir été convoqué au Figaro, il disait non, c'est pas un article pour nous. Ainsi qu'Arthur Meyer, d'ailleurs, convoquait des gens, il dit non, ce n'est pas pour ma clientèle. Il y avait une clientèle pour les romans policiers, il y avait une clientèle pour du sang. Pour l'affaire Dreyfus, l'histoire de Barès, je me rappelle, alors il faudrait vraiment resituer, il arrive chez ses amis de la Revue Blanche, et tous ses copains lui disent écoute, parce qu'il était dans ce groupe-là, et lui disent Dreyfus, on le sait, il n'est pas coupable. Et là, il a cette phrase, mais je ne l'ai plus en tête, parce qu'il y a bien 30 ans que je ne l'ai pas relue. Il avait dit il est coupable, je le tiens de sa race. Donc il faudrait revoir cette phrase, et c'est avant, à mon avis, le procès et l'affaire Esterhazy. On savait, les gens sont venus lui dire, parce que c'était des gens informés, les Nathanson, ils ont dit on sait qu'il est coupable. Donc c'est juste pour l'histoire de Barès. Il y a deux choses qui apparaissent à la fin de l'affaire Dreyfus qui me racontent quelque chose, c'est que Dreyfus, lui, se sent coupable. Bernard Lazare est absolument excédé par toutes les campagnes qu'il y a contre lui. Mais il y a un autre fait, ça je vais vous rejoindre, c'est qu'est-ce que fait l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus fait toute une littérature, fait une littérature avec Herzl, donc il y a un traumatisme de Dreyfus qui s'installe, comme il y a eu le traumatisme de l'assassinat de Rathenau avec Warburg. Il y a un traumatisme historique qui s'est installé et qui a créé quelque chose d'autre. Voilà. C'est un peu circulaire, mais comme il y avait... Oui, il n'y avait pas de question. Enfin, il y a plusieurs choses sur le roman policier, sur les récits qui circulaient au XVIIIe siècle, surtout d'ailleurs en Angleterre. Il y avait le Newgate Calendar. Et Newgate, c'était une prison, et il y avait bon, évidemment que ça commence avant. Mais ce n'est pas le roman policier, c'est effectivement le roman des criminels, ou ce n'est pas des romans, c'est des histoires de criminels. Il faut aussi se souvenir que la première police, le premier système policier, le premier groupe de policiers ont été créés en 1750 par les frères Fielding, les deux romanciers, dont un est le romancier de Tom Jones, et vous connaissez sans doute. Et ils ont créé de Bow Street Runners. Bow Street, c'était un endroit au centre de Londres, avec une équipe qui gardait l'ordre. C'était privé quasiment. Et c'est les premiers. Scotland Yard a été créé en 1840, mais ça, c'était déjà la première police urbaine. L'Angleterre était vraiment le berceau de ces récits. Mais je vous dis ça, c'est comme un écho à votre écho, parce que ce n'était pas vraiment une question, ce que vous aviez dit. Et à propos de Barès, le divorce avec... il n'était pas vraiment une partie de la Revue Blanche, mais c'est Lucien R, qui évidemment était le bibliothécaire de l'école et qui était à la Revue Blanche, qui avait écrit un grand article renonçant. Barès, anti-Dreyfusard, a déçu énormément de gens. C'était un choc pour beaucoup de gens. C'était considéré comme le prince, on l'appelait le prince de la jeunesse, et personne n'avait cru personne n'avait cru. Beaucoup de gens avaient cru qu'il prendrait position pour Dreyfus, vu l'innocence évidente. Donc ça a été un choc, mais je ne crois pas, il faisait vraiment pas partie de la Revue Blanche. Vous aviez mentionné. Oui. Votre prénom.
Donc Mathilde, Sarah et vous. Oui, moi j'avais deux petites questions. Une première, factuelle, vous parlez du lien qui n'était pas fait par l'historiographie entre les deux procès. Je me demandais si dans les articles, dans les documents du moment, s'il y avait eu des liens qui avaient été faits. Pas que je sache. D'accord. C'est vrai. Non, c'est une bonne question parce que je ne crois pas qu'il y a eu après des liens, il y a des anarchistes, comme il y a eu pas mal d'anarchistes déportés. Il y a eu et emprisonnés pendant l'ère des attentats, alors qu'ils n'étaient pas responsables des bombes. Il y a eu des anarchistes mais c'était en 98 et 99, qui ont commencé à parler, à exiger de Trarieux, de personnalités dreyfusardes, de demander pourquoi est-ce qu'ils se battent pour ce capitaine et pourquoi est-ce qu'il ne... Et il y a eu un mouvement effectivement de ces gens, de ces notables qui étaient en fait plus ou moins à droite. Ils ont commencé à reconsidérer la condamnation des anarchistes des années précédentes. Donc il y a une sorte de lien qui s'est créé de ce point de vue-là, mais pas plus que ça. Et donc la deuxième petite question, vous avez déjà commencé à y répondre, c'est sur justement le rôle du récit dans de la narration dans votre travail. Vous nous avez parlé de héros courageux, de corridors. Donc je me demandais si vous vouliez bien reconstituer un récit, quel était le rôle du récit dans votre travail, si vous faisiez attention de faire du récit, si c'était une façon de taper d'une manière ou d'une autre, si vous avez utilisé l'expression ou pas du tout. J'y crois pas du tout. Non, ça sert à rien. Faut taper pour de vrai, c'est ça? Si j'avais le courage, je le ferais, oui. Mais non, je crois que c'est une très grande illusion des intellectuels français surtout, mais pas seulement. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui croit agir en parlant. Et malheureusement, je crains fort que ce soit une... On peut parler, on peut dire des choses, on a une influence. Certaines personnes ont une influence, mais je crois que c'est une illusion narcissique à nous, moi aussi, de croire qu'on peut agir en parlant seulement. J'y crois pas. J'espère que il y a un rapport. Je ne crois pas qu'on puisse savoir quel rapport. Maintenant, taper sans parler, j'y crois pas non plus. Donc, c'est un problème. Sarah, oui, j'essaie de faire le lien entre votre façon de travailler qui ne m'est pas familière et qui est vraiment passionnante et ce qu'on était à la transition. On était reparti au tout début de transition de l'idée qu'on allait essayer de repenser la littérature par ses usages. Et quand on vous entend, ce qui est beau et intéressant pour moi, c'est qu'on voit un usage auquel finalement on ne s'intéresse pas directement, l'usage du regard, l'usage du travail littéraire, l'usage du regard en littéraire. On l'entend très fortement, et alors du coup on entend beaucoup moins, mais avec des perches tendues par Hélène, et en fait tu m'as un peu devancé, ce que la littérature n'est vraiment pas d'accord, et encore plein de questions autour de ce terme, mais bon, si on garde la littérature, ce que les textes littéraires font, font au réel, alors ça on a compris qu'ils disaient rien, mais est-ce que la façon dont ils sont en prise avec le réel, parce que quand on vous écoute, on est tenté de penser, c'est ce que je faisais, donc j'ai l'impression que ça converge un peu avec ce que tu disais, Hélène, d'entendre qu'il y aurait des styles de textes littéraires, voire des genres qui seraient en prise d'une certaine manière avec le monde. On entend par exemple récit contre poésie à un certain moment, ce ne serait pas du tout absolu parce que ça serait complètement idiot de penser ça, mais et j'ai eu l'impression que, Hélène, dans ta remarque, du coup tu essayais quand même de penser une différence dans les deux styles de récit de part et d'autre. L'un, à ce moment-là, c'est comme si, peut-être que je me trompe, mais j'entendais dans ta remarque, Hélène, presque une volonté de sauver quelque chose d'un récit littéraire contre le mythe. De sauver une sorte d'épaisseur du texte littéraire à laquelle je vois que vous ne voulez surtout pas accorder de crédit d'action sur le monde. Bon, d'ailleurs, non plus, en fait, pas que c'est magique, hein, mais ce que je dis, c'est comment, donc,
est-ce que vous entendez notre projet, nous, qui est quand même beaucoup plus du côté du texte littéraire, comme ouvrant un espace transitionnel où quelque chose se passe avec le monde? Parce que moi, j'entends plus un niveau comme au-dessus de ces textes littéraires, qui est celui du regard en littéraire, qui permet de comprendre quelque chose. Je ne crois pas que j'aurais pu, moi, avoir quelque regard que ce soit si je ne faisais pas du travail littéraire. Cela dit, vous avez mis le doigt là où ça fait mal, parce que la question de savoir... Mais ça fait mal à tout le monde. Je crois que Hélène est en train de mener une série de questions depuis au moins 2 ans, peut-être avant. Moi, je connais depuis 2 ans. Je sais que vous avez le colloque en juin, malheureusement, je peux pas y assister, mais je crois que ces questions sont des questions très, très fortes, mais très pessimistes, ou plutôt elles viennent d'un certain pessimisme. Non, elles viennent d'une certaine réalité qu'Hélène et vous peut-être, Sarah, et d'autres veulent mordicus voir ça d'un œil optimiste. Moi, évidemment, nous voulons sauver. Alors, il faut faire attention quand même. Nous avons tous. Alors, vous, pas tous. Vous êtes, je suppose, beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi des profs. Ben, je sais pas. Hélène et moi, on est profs. C'est notre salaire. Et j'ai toujours peur de justifier ce que je fais par d'autres raisons, alors qu'en fait, c'est mon salaire qui en dépend. Ça a l'air sordide, mais ça l'est. C'est peut-être moins sordide si on fait face à cette réalité. Aux États-Unis, on a un problème, d'ailleurs ici aussi, je crois, mais aux États-Unis, c'est une crise des langues étrangères. Alors tous les départements, chez moi, à Rutgers, on a d'autres crises aussi. Ça ne manque pas dans l'université américaine, mais il y a la crise des langues étrangères dans les écoles, dans les universités. On enseigne de moins en moins de langues étrangères, surtout européennes. C'est-à-dire le chinois monte, mais l'allemand, n'en parlons pas, mais même le français baisse. Et alors tous les petits départements de langue chez nous veulent se battre pour expliquer qu'il faut absolument, pour le bien de tout le monde, enseigner les langues étrangères. Maintenant, quelque part, je crois aussi que c'est une bonne chose. Mais je suis mal à l'aise parce que je crois que la plupart des gens, y compris moi, quand nous nous battons pour les langues étrangères, c'est une partie de notre gagne-pain que nous défendons. Et je crois ici, Hélène, je trouve ça fascinant, la manière dont elle lance des questions qui devraient faire mal, avec l'espoir que ça se termine bien, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que. Déjà, parce que comme il faut, dans votre traitement, il faut présupposer d'une Hélène optimiste qui est discutable, ça. Pas vrai. Je ne sais pas, c'est pas. Non, est-ce que, simplement, la première remarque, vous avez dit, mais le regard que j'ai vient du fait que je suis littéraire. C'est à ce moment-là que ça se connecte à une pratique des textes littéraires, quand même. C'est ça, c'est lire qui amène à, je ne sais pas, à se décoder quelque chose et à voir d'une autre manière. À ce moment-là, vous rejoignez les textes littéraires. Oui, mais vous avez raison. Mais attention, c'est quand on parle du réel que ça me dérange. Parce que ce que je dirais, ce qui est évident, je crois d'ailleurs, je ne devrais même pas le dire, mais je vais le dire par honnêteté, mais je veux dire, c'est mes études littéraires, c'est lire des gens comme Hélène et d'autres, et lire et enseigner et faire de la littérature qui m'a permis d'écrire ce livre. C'est évident. Ce n'est pas les historiens qui m'ont enseigné ça. Cela dit, parler de la connexion au réel, alors dire que ce livre va toucher le réel, c'est ça qui... J'y crois pas. Je veux dire, je ne peux pas savoir. Nous sommes tous les enfants de Barthes. Alors Hélène a mentionné Barthes.
Et j'avais pensé, oui, c'est vrai, on a tous les enfants de Barthes. Et c'est vrai qu'il y a du Barthes, pas la qualité, mais je veux dire l'esprit de Barthes, dans ce que, je veux dire, Barthes, Foucault, Derrida, ce sont quand j'étais petit, c'était eux qui m'ont tout appris. Mais est-ce qu'il a changé quelque chose? Il m'a changé moi. Je suis du réel aussi, mais je suis une petite partie de mon petit réel. Est-ce que ça change quelque chose à la pauvreté? Est-ce que ça aide à quoi que ce soit à se battre contre les inégalités, contre le racisme? Donc c'est ça pour moi le réel. Et c'est quand le mot réel surgit que je suis mal à l'aise. Cela dit, il est évident que je suis littéraire. Je veux dire, je connais très peu de choses. Le Comte de Monte Cristo, je connais très bien, là je vais me battre. Mais sinon, il y a très peu de choses que je connaisse vraiment. Mais c'est vrai que c'est littéraire, oui. Je suis littéraire, donc je n'ai pu écrire ce livre que parce que je suis dans les études littéraires. Cela dit, c'est mon livre. J'espère qu'il va me rapporter assez pour m'acheter une moto, mais c'est tout, quoi. Je veux dire que ça va changer le monde, c'est là l'illusion qu'on a parfois. Et je crois que c'est là qu'il faut se taper la tête contre les fenêtres pour voir ce qu'il y a dehors et comprendre que nous sommes un peu dans un aquarium, dans un bocal. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Oui, alors j'avais surtout des questions sur le roman de Barès, parce que j'ai eu la première partie de votre livre en travaillant sur le roman de l'énergie nationale, en réalité. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé manquer dans votre partie sur Barès, c'est le rapport aux foules et la description des foules, puisque dans les Déracinés, à la fin du livre, il y a toute une description du peuple de Paris allant aux obsèques de Victor Hugo comme une sorte de fleuve, en quelque sorte. Et ces descriptions-là sont reprises ensuite dans les deux volets suivants, l'appel aux soldats avec les manifestations en gare de Lyon au moment du boulangisme, le scandale de Panama et les agitations qui sont liées à l'emprise que pouvait avoir la presse et un papier comme la Libre Parole sur les agitations populaires. Et j'ai trouvé ça en quelque sorte que ça manquait, puisque au fond, ces grands mouvements démographiques qui ensuite vont produire des déplacements en masse de population, ça connaîtra pendant la Première Guerre mondiale, ont pour une part très importante dans la constitution des phénomènes fascistes, et c'est quand même la génération qui suit Barès. Donc en quelque sorte, c'est pas sa génération. J'ai été très surpris qu'il n'y ait pas de réflexion sur ce point de rupture, en quelque sorte. Mais après tout, je me suis dit que ça pouvait très bien coïncider avec le parti pris que vous aviez choisi, puisque il me semblait que vous étiez beaucoup en accord avec le livre de Zef Sternel, et cette position-là, à mon avis, est très orientée en ce sens. Et au fond, j'ai trouvé dommage, parce que je trouve cette question très intéressante, que vous n'ayez pas dialogué justement avec Zef Sternel, puisque lui fait une démarche généalogique sans pour autant interroger la qualité littéraire des écrits de Barès et des Déracinés dans l'énergie nationale. Enfin, je voulais vous poser la question, pourquoi n'avez-vous pas réfléchi les choses dans ces termes-là? Oui, c'est une question, je ne sais pas très bien comment y répondre, sauf pour dire d'abord, de ma part, c'était pas ce que je cherchais. C'était pas mon propos, je veux dire, c'était vraiment en rapport avec l'affaire Dreyfus et donc avec ses positions plus tardives. Cela dit, que la foule soit un phénomène, bon, on a tous lu un peu Le Bon et je veux dire, le phénomène de la foule, moi, ça m'intéressera de vous lire vous. Je veux dire, c'est certainement, c'est un phénomène majeur, c'est sûr, pas seulement à ce moment-là, je dirais à partir de Baudelaire sans doute, je ne sais pas, la foule comme phénomène littéraire est certainement très important, mais je ne suis pas sûr de voir le rapport avec mon propos, qui vraiment est aussi... Sans rapport avec votre propos en réalité, puisque moi en fait, ce qui me marque beaucoup, c'est l'utilisation du terme fasciste, en fait, puisque c'est quand même une expression qui désigne une réalité historique très précise, et au fond, le sens est très large. Et Barès, justement, passe d'un nationalisme fermé, antisémite, violent, avec l'usage d'un antisémitisme instrumental qui effectivement pose problème, puisqu'il y a une forme de préfiguration du totalitarisme, ça pose évidemment un problème, mais son nationalisme, au moment
rayonnement des diverses familles spirituelles de la France en 1917 change et il définit une aspiration à la nationalité élective qui est de nature supérieure, étant donné qu'elle ne repose pas sur un attachement héréditaire. Et Barrès change précisément au moment où se mettent en place toutes les structures fascistes. Et au fond, je trouve que cette ambivalence en l'état est fondamentale et la contradiction demande à être pensée en matière de fascisme. Oui, mais mon livre n'était pas... C'est plutôt ça la nature de mon interrogation. Ben, je trouve ce que vous dites fascinant. Aussi, ce que j'en sais, je suis assez d'accord. Il faut bien comprendre... Alors, je ne suis pas sûr quel impact ça a sur mon analyse. La seule chose que je dirais à ce propos, c'est que j'ai délibérément voulu lire les Déracinés seul, pas dans la trilogie. Parce que la trilogie, l'appel aux soldats et l'autre, ça va venir après. C'est publié en 1901, 1903. Lui, il publie ça en 1897. C'est vrai, il pensait déjà à la trilogie, évidemment. Mais les Déracinés sont un livre qui a été écrit d'abord. Ça aurait été l'appel aux soldats, j'aurais dû me revenir aux Déracinés, mais ce n'est pas du tout mon propos. Oui, bien sûr, le problème, c'est que Barrès a construit cette trilogie comme faisant partie d'un ensemble. Si dans sa première trilogie, Le culte du moi, Sous l'œil des barbares, n'était pas à l'origine un texte destiné à être poursuivi, pour ce qui concerne la trilogie du roman de l'énergie nationale, c'est une trilogie. Vous avez par exemple l'explication du crime de Racado, repris dans l'opuscule qui sépare celui de la trilogie. Je pense qu'on ne peut pas être enseigné si on ne lit pas l'ensemble du roman de l'énergie nationale. Alors là, effectivement, nous ne sommes pas d'accord, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'impact des Déracinés sur l'affaire Dreyfus. Les deux autres ouvrages de la trilogie sont parus après, et c'est dans les Déracinés, et le rapport des Déracinés à ce qui se passe juste après la parution des Déracinés. Les Déracinés paraissent d'abord en feuilleton, et puis en été 97, et puis paraissent en volume en septembre 97. Esterhazy, c'est le 15 novembre 97 que son nom est annoncé avec la preuve que c'est lui le coupable. C'est ça qui m'intéresse. Et puis la position de Barrès dans l'affaire Dreyfus. Je ne m'occupe pas de Barrès après. Et il est vrai, si vous me demandiez mon opinion sur Barrès, elle est beaucoup plus... J'ai choqué pas mal d'amis en disant que je trouve Barrès beaucoup plus intéressant que ça. Mais je parle de l'affaire Dreyfus. Je me limite là vraiment à ça. Oui, parce qu'aussi la trilogie revient sur la défaite du camp nationaliste après l'affaire Dreyfus. Donc, au fond, c'est toute une lecture rétrospective de l'affaire Dreyfus. Même les deux volumes qui suivent, c'est comment le... Et il faudrait un texte sur Barrès et sur la trilogie. Et je vous attends au tournant. Je viendrai vous poser des questions. Merci. Guillaume ? Oui, vous avez peut-être revenu à nombreuses reprises sur la espèce d'impuissance de la littérature, qu'il ne fallait pas s'illusionner sur le pouvoir de la littérature, pouvoir qu'elle aurait. Pourtant, vous intitulez votre livre « Naissance littéraire du fascisme ». Évidemment, ça, je pense que c'est un titre, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez, si on vous l'a suggéré ou si c'est vous qui l'avez forgé, mais qui est extrêmement puissant et je l'ai rêvé, puis je l'ai mis. Oui, non, mais je crois qu'il est fait aussi pour choquer, je pense, le lecteur et l'attraper. Et moi, j'ai pas tout à fait les mêmes lectures que vous, j'ai plutôt des lectures qui sont des lectures de textes nazis des années 30. Et pour moi, c'est extrêmement violent ce titre, parce que j'ai l'impression que c'est une littérature nazie nourrie d'anti-intellectualisme, et qui précisément juge en permanence la littérature au nom de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la seule vraie littérature, c'est le défilé à Nuremberg. Le seul vrai poète, c'est Hitler, en fait. Enfin, ça, je paraphrase. André La Rochelle écrit ça, par exemple. Il dit voilà, il n'y a qu'un seul vrai poète, c'est Hitler, finalement. Lui seul est un poète. Donc ça veut dire que ça signifie qu'en fait, l'écrivain nazi est un écrivain, finalement, qui méprise profondément la littérature et qui méprise profondément sa propre activité. La plus grande poésie d'Henri La Rochelle, c'est lorsqu'il était en 14 sur le front, finalement. Là, il était vraiment poète. Ensuite, sa littérature, ce n'est que pis-aller par rapport à l'action, finalement. C'est ce que vous disiez aussi d'une certaine manière. La mise en avant de l'action au dépend de ce qui serait la littérature. Du coup, ça m'invite à vous poser la question suivante. Alors, j'aurais une version douce, ce serait... Quel type de littérature susciterait la naissance du fascisme?
Et la version plus dure, ce serait qu'est-ce qui, dans la littérature, serait susceptible de susciter cette naissance. C'est une question, la question n'est pas tout à fait la même. Il y aurait d'un côté, on pourrait isoler une littérature fasciste, et d'un autre côté, il y aurait dans la littérature éventuellement quelque chose qui serait intimement lié au fascisme. Et la question, elle est liée. Est-ce qu'il y a dans votre propos quelque chose de l'ordre d'un jugement de valeur aussi sur la littérature, c'est-à-dire sur un certain type de littérature? Tout ce que vous évoquez sur la déconstruction du récit. La réponse à la dernière question est simple, non, aucun jugement de valeur. Sur la question précédente, il y a deux réponses. Une à voir avec le mot fascisme. Et là, j'aimais bien le titre, oui. J'aime beaucoup. Ça me chatouillait l'esprit, donc oui, c'est moi qui l'ai tout seul. Mais je reviens tout de suite au titre, ou plutôt à la littérature. Mais dans mon introduction, enfin dans mon avant-propos, je mets littéralement, tout de suite, je dis que les fascismes, il y en a toutes sortes. Alors vous avez sauté très vite au nazisme, attention. Et je dis que, et là je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je n'ai pas encore lu un livre sérieux sur le fascisme qui réunisse tous les fascismes comme étant le même. Je veux dire, il y a le fascisme allemand, il y a le fascisme italien, mais il y a le fascisme français, il y a les fascismes sud-américains, et les fascismes, on les côtoie encore aujourd'hui, je crois. Donc, ce que j'ai voulu simplement... Alors, je dis dans mon avant-propos que quand je parle de naissance, je parle non pas de tous les fascismes, mais ce que j'appelle le marqueur de tous les fascismes, c'est-à-dire une vision organique de l'identité, surtout de la nation. Je ne vois pas encore, je ne sache pas, je me trompe peut-être, qu'il y ait un fascisme qui n'est pas la nation au cœur de son discours, mais la spécificité du fascisme, c'est la vision organique de la nation, et vision organique de l'identité, donc avec la porte ouverte à toutes sortes de choses que Barrès, lui, par exemple, ne pensait pas du tout, ou peut-être il pensait mais n'a pas dit. Mais, je veux dire, comme Gobineau en 1952, quand il écrit son essai, il peut-être n'y pensait pas non plus, mais je veux dire, il y a des moments, et ça c'est Sternel qui a fait ce travail magnifique, où il montre les diverses théories, y compris sur la foule, qui sont aux sources du fascisme. Tout ce que je voulais montrer, c'est peut-être, enfin, peut-être que non, si quelqu'un me montre, le premier moment où s'imagine une nation organique, avec le juif comme l'image de celui qui... je crois que c'est les déracinés. Alors, ce n'est pas encore le fascisme, c'est le marqueur qui, avec l'affaire Dreyfus, prend une ampleur et une précision et une rhétorique, parce que Barrès est un grand écrivain, un grand rhétoricien, qui va ouvrir la porte à des discours. Et c'est vrai que Barrès, ceux qui se disaient barésiens dans les années 30, ils étaient plutôt maurassiens, ils n'étaient pas barésiens. Enfin, je veux dire, Barrès était beaucoup plus intéressant que ça. J'espère que vous allez me rejoindre là-dessus. L'ennui, c'est que pendant toutes les idées de Barrès sont passées à l'Action française a posteriori, au moment... Certaines idées. Oui, certaines idées. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que quand je dis naissance littéraire, il n'y a pas de... Je ne crois pas, comme je ne crois pas que la littérature puisse sauver le monde, je ne crois pas que la littérature suscite le fascisme. Je crois que dans les déracinés, entre les déracinés de l'affaire Dreyfus, se cristallise une vision relativement cohérente de ce qui sera au cœur de, je crois, je ne suis pas sûr, de tous les fascismes à venir, c'est-à-dire une vision organique de l'identité nationale. Avec le corrélat qui est la vision de ceux qui n'en sont pas. Maintenant, on va certainement remonter au romantisme allemand pour trouver certaines rhétoriques organicistes, etc., mais ce n'est pas la même chose, parce qu'il n'y a pas cette corrélation avec le juif, ou l'autre, c'était le juif à ce moment-là.
Donc, pour moi, c'est ça, le couple. Et c'est dans les déraciniers qu'on voit ça. Je ne vois pas, je ne sache pas qu'il y ait un autre texte. Mais évidemment, comme j'ai quasiment pas lu, je ne peux que me référer à ce que disent les gens, à ce que disent les autres critiques. Je ne connaisse pas, je ne sache pas qu'il y ait un autre roman, un autre texte qui soit aussi cohérent dans cet imaginaire, de cette imagination de ce qui sera au cœur de tous les discours fascistes, avec leurs variations diverses, plus tard. C'est là que le titre Naissance littéraire me semblait, disons, à part le fait que ça me plaisait musicalement, ça me semble relativement justifié. C'est-à-dire que cela montre qu'il ne faut pas seulement lire les titres, mais l'avant-propos aussi. Après ça, vous pouvez abandonner. C'est un lien contingent, c'est-à-dire qu'il se trouve, c'est arrivé en littérature. En fait, c'est ça que... Ça c'est la question. Comment on dit, 64 000 francs. Je crois que oui. Moi, je crois que oui, mais là, vraiment, c'est une croyance. Hein, et c'est peut-être parce que c'est notre gagne-pain. Mais je crois qu'il fallait un roman comme celui de Barrès, attention, au moment de la crise du roman, parce que ce qui est intéressant aussi avec Barrès, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment rien qui se passe dans son roman. C'est ce que je dis aussi dans mon livre, mais enfin, ça, c'est pas original, mais c'est vrai. Il ne veut pas dire quoi que ce soit, raconter plutôt. Donc, il y a une figure dans le roman qui représente littéralement la narratrice, c'est la princesse assassinée, c'est elle qui se fait assassiner par un cadeau à la fin. Le seul événement du roman, c'est l'assassinat de la narratrice, de celle qui fait lâcher Sherazade, qui séduit un des lycéens lorrains en lui racontant tout le temps des histoires. Et elle est assassinée. C'est extraordinaire. C'est le plus important. Aragon dit que c'est le Excusez-moi, parce qu'il y a encore une personne qui a parlé, Genève. Donc, David. C'est une question beaucoup moins spécialisée, parce que je ne suis pas spécialiste d'histoire ni de littérature, mais c'est une question qui se trouve que probablement, comme beaucoup de générations d'étudiants, qui me tracasse beaucoup. Vous avez posé de façon très, très claire la différence entre les avions qui passent dans le ciel pour bombarder le Liban et le cours sur la peau de chagrin. Les cours réels, au sens COUPS, les cours réels, c'était tapé, je crois, votre mot exact, et l'écriture d'un livre. Et ma question, ce serait où est-ce qu'on met Lazare dans tout ça? Parce que, si je comprends bien, il n'avait pas de problème avec l'action directe, il avait des liens avec des milieux anarchistes. Oui, mais attention, les milieux anarchistes ne posaient pas de bombes. D'accord. Non, ils n'étaient pas pour les bombes. Et Mirbeau et les autres anarchistes, dans les années 92-94, ils étaient très irrités le matin quand ils se réveillaient, qu'ils apprenaient qu'il y avait une bombe et qu'on disait que c'était les anarchistes. Donc là, je le dis tout de suite. D'accord, peut-être que ça répond à ma question. Alors vous le mettez du côté de ceux qui sont dans l'écriture. Lazare. Non, mais attention, parce que la brochure qu'il écrit en 96, c'est pas un texte littéraire. C'est une brochure. C'est intéressant ce que vous dites, parce que là, je crois qu'il ne faut pas confondre la littérature avec le langage. Il a dit des choses que personne... Il a dû le publier d'ailleurs à Bruxelles. La brochure a été publiée à Bruxelles, enfin imprimée par une imprimerie anarchiste à Bruxelles, et c'est de là, parce qu'il n'aurait jamais pu le faire à Paris, et c'est de là qu'il a envoyé 300 exemplaires à chaque membre de l'Assemblée nationale a reçu un exemplaire. C'était un acte. Zola, quand il a écrit J'accuse, c'est un acte. C'était un acte commis pour avoir un procès. Il a voulu son procès, et c'est-à-dire quand il a traité le gouvernement de menteur, en disant ça plus élégamment, et l'armée, et l'état-major, il s'est attrapé un procès. Il le voulait pour relancer l'affaire. Parce qu'il faut se souvenir qu'il avait publié J'accuse le lendemain de l'acquittement d'Esterhazy.
Parce qu'après qu'Esterhazy, on a compris tout de suite, c'était évident, que l'écriture du fameux bordereau n'était pas de Dreyfus, c'était d'Esterhazy. On a découvert ça en novembre 1897. Donc il y a eu une pression énorme pour qu'on fasse un procès à Esterhazy. Il y a une sorte de procès militaire où il a été acquitté. C'était encore un de ces événements. Il a été acquitté le 12, je crois, le 12, parce que la nuit même, Zola écrit son J'accuse, et le lendemain matin, gros titre et là, le titre, soit dit en passant, c'était pas Zola, il n'est pas aussi bien que moi. Lui, c'était Clémenceau qui avait trouvé le titre du J'accuse. Et c'était un acte. Et Lazare aussi, c'était un acte. Ce n'est pas de la littérature. Pour moi, c'est un acte de langage. Il y a effectivement une distinction ici. Je m'étais inscrite après, donc je prends la parole, parce que, j'aurais pu l'abandonner, mais je voudrais quand même revenir un peu sur à la fois sur ce que vient de dire David, ce qu'a dit Guillaume, autrement Sarah. Si tu veux, ce qui, moi, ne me convainc pas dans ce que tu fais là, et effectivement, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on essaye de faire à Transition, c'est pourquoi faut-il que tu finisses par tomber sur des distinctions si nettes entre la littérature et ce qui n'est pas. Si tu veux. En somme, si je comprends bien la question de David, qui est que j'aurais formulée autrement, mais qui est également la mienne, il y aurait du réel sans langage, et ce serait ça finalement le critère même du langage, du réel. Le moment où le réel est sans langage, où il s'agit de taper, bon, là, et c'est ce que disent les historiens, c'est ça qui est quand même étrange finalement. Enfin, et c'est pas faux. Je suis pas en train de dire que c'est faux. Je veux dire, c'est pas faux. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait balayer ça. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire, comme le linguistic turn, tout est représentation. D'ailleurs, c'est pas mon affaire là, en l'occurrence, la question du réel comme représentation. Mais quand tu dis que j'accuse, c'est pas de la littérature, que là c'est un acte, moi je ne comprends pas bien, si tu veux, qu'est-ce qu'il faut sauver dans ces moments où on va établir qu'il y a la littérature et qu'il y a le monde. Je repensais récemment, j'ai parlé à Transition d'un article qui n'est pas encore paru, mais qui va bientôt paraître, que moi je trouve très très beau, très audacieux en plus, et qui s'appelle L'engagement ontologique de Jérôme David, qui est un programme de livres. Donc, l'engagement ontologique pour la littérature. Et c'est une succession de sortes de maximes. Bon, à un moment donné, de façon un peu ironique, il dit, et donc ironique, polémique à l'égard d'une certaine critique, il dit, et évidemment, tout le monde sait que c'était vraiment des crétins qui se sont suicidés après avoir lu Werther. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de ça? Qu'est-ce que c'est que Est-ce que c'est quand même avéré, me semble-t-il, on va dire ça comme ça dans l'histoire, que la littérature, et pas seulement la littérature moderne, c'est-à-dire vraiment, peut-être qu'on parlerait davantage de théâtre ou de je ne sais pas, mais fait effet dans le réel. Elle a des efficacités qui sont d'ailleurs très variables, avec des régimes d'efficacité très variables, ou bien je pense toujours, moi j'aime beaucoup cette phrase, sans doute parce que c'est l'autorité de Lacan, parce qu'en même temps c'est un peu du bon sens à la limite, mais qui dit dans les écrits, on ne serait jamais tombé amoureux si on n'avait pas entendu parler d'amour. C'est-à-dire que... C'est pas Lacan, c'est Stendhal. Ah non, c'est Stendhal. Non, mais bon, alors bon, il faudrait que je les écrive de Lacan. Le comte Mosca qui voit la Sainte-Séverine. Bon, d'accord. Mais Lacan, il doit raconter 2-3 trucs de plus autour de ça. Il n'a pas dit aussi clairement, c'est pas possible. Ah si, non, mais d'accord. Oui, mais ici, enfin bon, peu importe. Non, attends, écoute. Je m'exprime toujours... C'est la question des médiations. Je m'exprime toujours très mal, et donc je dis des bêtises. Cela dit, je n'ai pas dit que la littérature n'a pas d'effet.
Et je n'opposais pas la littérature au réel. Ce dont je parlais, c'était les études littéraires. Ça fait plus mal. Hein? Je veux dire, ce que nous on fait, c'est de parler de la littérature. Alors, maintenant, la distinction que je proposais à David entre le littéraire et j'accuse, c'est une distinction totalement arbitraire. C'est une distinction institutionnelle, finalement. C'est-à-dire, on décide ce qui est littérature. Pendant longtemps, a été ce qui a été renseigné dans les départements de littérature. C'est nous qui décidons ce qui est littérature ou pas. C'est arbitraire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, ce qu'est la littérature, où se termine la littérature, où commence la non-littérature. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des moments où certains actes de langage ont un effet, où sont énoncés certains messages pour faire acte. Hein, bon, on connaît les théories et on sait qu'il y a des moments où on dit certaines choses pour faire. Et c'est ce que faisait Zola et c'est ce qu'a voulu faire Lazare avant. C'est peut-être littéraire. Un jour, bon, aujourd'hui, je suis sûr qu'on l'enseigne dans les écoles. Peut-être qu'on l'enseignera dans les départements de littérature en tant que littérature. Ça m'étonnerait, mais bon, il y a plein de choses qui m'étonnent. Je parle des études littéraires, je ne parle pas de la littérature. Mais alors là, tu ouvres un autre énorme... Bon, donc, je suis désolée, quand est-ce que tu reprends l'avion pour discuter avec nous? Parce qu'il est 9h10, si on se met à ouvrir cette... Mais c'est ça que je voulais... C'est ça ce que je voulais dire. Je propose de s'arrêter là, mais on en rediscutera certainement entre nous et au moins tu seras là et je t'enverrai les comptes rendus. Ça te fera revenir. Merci en tout cas. Donc maintenant, je propose qu'on boive un verre et on a encore une discussion ensemble, privée au moins.